Est-ce que tous les rites maçonniques se rattachent à la tradition et quel est le rôle du sacré pour vous? Alors je ne saurais pas dire si tous les rites s'y rattachent parce que je ne connais pas tous les rites, il y en a beaucoup, mais tous ceux que je connais et les grands rites séculaires, disons, très certainement. Rôle du sacré? La tradition nous rattache au sacré. On dit généralement que on l'oppose au profane comme on oppose le bien au mal, à juste titre, parce que quand on crée du sacré, quand on sacralise nos locaux, on crée obligatoirement des profanes, c'est ceux qui ne sont pas dedans. Donc sacré et profane sont obligatoirement liés. Pour faire une analogie scientifique, c'est comme le Big Bang où il y a tout à l'origine qui se révèle brusquement, qui explose, qui se dilate, qui est en pleine expansion. Tout est sacré au départ, juste avant le Big Bang, tout, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire ce qui existe ou n'existe pas, est sacré. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que la matière se crée, est soumis de plus en plus aux lois du sacré et se profane de plus en plus. Alors je dis profanise, ça de plus en plus. Et c'est ce qui nous arrive. Et la tradition se raccroche aux origines et essaye de nous transmettre ce que les anciens ont compris, deviné, ou ce qui leur a été transmis. Là aussi, c'est selon ses convictions. Au moyen de ce qu'ils avaient à l'époque, des histoires, des contes, des mythes, etc. Voilà. Rite initiatique, il y a rite initiatique personnel, il y a rite d'ouverture et de fermeture, plutôt collectif, il y a rite solsticiaux, plutôt cosmique, et dans les rites solsticiaux que on travaille pas très souvent en maçonnerie, vous abordez dans votre ouvrage tout un chapitre sur Janus. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Alors les rites solsticiaux, c'est vrai que c'est la base, puisque nos grands anciens n'avaient que ça à leur disposition, la nuit, le jour, l'été, l'hiver, les rites solaires, et avec leur intuition et leur intelligence, que je trouve absolument phénoménale, on réussit à en tirer des conclusions métaphysiques qui nous ont transmis, là aussi, par les rites solsticiaux. Et alors Janus, il est relativement connu, bien sûr, ce fameux dieu à double tête, l'une tournée vers le passé, l'autre vers l'avenir, qui introduit la notion de temps, de durée. Qu'est-ce qu'il y a entre le passé et l'avenir? Il y a le présent, mais qu'est-ce que le présent? Ça n'existe pas, finalement. Je crois que c'est Saint-Augustin qui dit ce présent, ce que je vois actuellement, c'est en train de disparaître. C'est extraordinaire. Ce que l'on vit, c'est ce qui disparaît. Et ça, c'est le temps qui nous est raconté par les rites solsticiaux. Alors, il y a l'été et l'hiver, les deux Janus, l'ancien et le nouveau, auxquels on a raccroché les deux Saint-Jean ensuite, bien que Janus et Jean sont pas... on n'est pas la même origine, mais ça fait rien. Et effectivement, ça va très bien avec nos deux Saint-Jean. Je regrette un petit peu que l'on ne creuse pas plus cette partie-là. On fait au mieux, une petite planche de Saint-Jean au cours des agapes d'hiver. On confie ça souvent à un apprenti d'ailleurs, qui n'y connaît rien, qui a du mal, le malheureux. Et c'est dommage, on a vraiment de quoi faire beaucoup mieux. Et l'été, le rituel est magnifique, celui que je connais tout au moins, particulièrement sur le pratique dehors, dans la nature, de faire un grand feu de la Saint-Jean avec un rituel adapté, c'est absolument extraordinaire. Et ça peut supporter aussi d'ailleurs des travaux d'apprentis ou même de frères aguerris, parce qu'il y a beaucoup à acquérir là-dedans. Ça introduit le temps sacré, le temps cyclique, qui se renouvelle, qui est apparenté au temps sacré, qui nous change un petit peu du temps linéaire que l'on pratique quotidiennement, parce qu'on
on n'en connaît pas d'autres. L'objectif donné à l'apprenti, c'est de se connaître soi-même. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment, en se connaissant soi-même, on devrait normalement être en paix avec soi. Comment être en paix avec soi si on n'est pas en paix avec les autres? Et réciproquement. Mais je pense qu'il faut commencer par soi-même. Comme dans tout ce que l'on voudrait transmettre à l'extérieur, il faut être irréprochable soi-même, autrement on n'est pas crédible. Il faut trouver sa voie entre ces deux colonnes, quitte à la faire évoluer. Au fur et à mesure du temps, on passe d'une colonne à l'autre, par notre exemple, par notre action, par nos paroles aussi, par toutes les manières possibles, et essayer d'apaiser ce qui est conflictuel autour de nous. Il y a toute une partie de votre ouvrage qui confirme que, quelque part, la maçonnerie a un rôle à jouer pour l'avenir de l'humanité. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu des fondements sur lesquels vous vous appuyez pour avoir cette prédiction positive de l'avenir. Je ne pense pas que la maçonnerie soit un jour dominante dans le monde. Je pense que nous resterons toujours une minorité parce que il faut y être prêt, il faut aimer ça, il faut avoir l'opportunité de s'y plonger. Donc nous resterons toujours minoritaires, mais on peut avoir une influence importante, alors non pas, non plus peut-être, comme ça a été le cas au 19e, 20e siècle, avec des tas de ministres francs-maçons qui ont fait de leur mieux, mais enfin ça n'a pas changé grand-chose finalement. Dans l'avenir, c'est plutôt en formant chacun autour de nous, les gens qui nous entourent, parce qu'il n'y a plus beaucoup finalement de voies initiatiques, de voies formant moralement, spirituellement les humains qui nous entourent. René Guénon disait que le traditionnel, il n'y a plus guère que la franc-maçonnerie et le compagnonnage. Je crois qu'il avait entièrement raison. Et encore pas toute la maçonnerie, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu marginale, qui n'est plus dans cette mouvance-là. Les compagnons sont, eux, très dans l'opératif, ce qui est très bien, je dis pas du tout de mal, j'admire profondément ce qu'ils font. Donc il ne reste plus guère que les francs-maçons, avec leur méthode traditionnelle, éprouvée. Par exemple, l'invention de la démocratie, qui n'est pas naturelle à l'homme, parce que l'homme, naturellement, a tendance c'est le plus fort qui prend le pouvoir. Hein. On le voit encore maintenant. Les démocraties sont faibles, parce qu'elles sont en train d'inventer la démocratie qui doit toujours progresser. Et les premiers à avoir mis en œuvre ça, ce sont quand même tous les francs-maçons créateurs de la démocratie américaine, qui ont été les premiers, des précurseurs, et qui ensuite, par Lafayette par exemple, ont transposé un petit peu en France ce qui avait été mis en œuvre aux États-Unis. Bon, la franc-maçonnerie nous parle de devoir, quelque chose qui est complètement tombé en désuétude. Qui parle donc de devoir maintenant? On parle de droit, plus jamais de devoir. Elle parle de valeurs, de vertus, qui donc s'intéresse. Alors, les valeurs républicaines, dit-on, mais on ne les définit jamais. On dit elles sont républicaines, mais à part ça, on n'en sait pas plus. Les valeurs que l'on pratique, que l'on découvre en loge, qui peuvent être appliquées complètement dans le monde profane. Okay. Et là aussi, c'est à nous de jouer. Il y a un mythe que vous travaillez particulièrement, le mythe du Sphinx, dans votre ouvrage. On comprend que le mythe du Sphinx, c'est d'où viens-je, qui suis-je et où vais-je. Mais pour un maçon cherchant, quel serait le signifié de ce mythe? Et comment vous l'interprétez? Tous les mythes ont été redécouverts à la Renaissance, et ce sont les rationalistes de la Renaissance qui les ont interprétés à leur façon, puis les scientifiques. Et leur aspect mythique et initiatique qui va avec a été redécouvert, je pense, beaucoup bien après, un petit peu par les romantiques allemands, mais bon. Et quand même quelque chose de très humain et une façon assez géniale de transmettre quelque chose. Et puis, ce personnage près du sang, comme on dit, là, qui va découvrir cet animal qui finalement est en lui,
puisque dans la symbolique et dans les mythes, on doit s'identifier à tout ce qui nous présente, et qui nous pose une question existentielle. En gros, qui nous dit, en gros, qui es-tu? Et qui es-tu? Eh bien, oui, qui suis-je? Et qui es-tu toi pour me poser la question? Et si on l'examine, bon, in fine, c'est un petit peu notre âme qui nous questionne. C'est plus qu'avec son aspect féminin, son aspect animal aussi. Donc nous sommes invités à plonger dans ce féminin qui est en nous, qui est notre âme, disons, allez, au sens non religieux, dans lequel existe notre inconscient, notre part qui est due à notre animalité, parce que nous avons un support animal, qui a des besoins, qui nous oblige à nous défendre, et puis dans cette partie de sensibilité, de conscience, qui demande qu'à naître pour ramener tout ce qui est instinct à la raison, et l'examiner à la raison. Là, on est bien chez les Grecs, c'est la raison qui triomphe à la fin. Vous avez écrit entre 12 et 20 ouvrages sur la maçonnerie. Quel est parmi ces ouvrages celui ou ceux qui ont reçu le meilleur accueil? Ben, je pense le premier, l'apprenti. Oui. Qui avait le mérite, qu'il a toujours, je pense, d'être très simple et de s'adresser à des frères raisonnants comme moi, c'est-à-dire simplement, qui se font pas de nœuds au cerveau et qui essayent de comprendre et de vivre. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas si on peut en parler là, son équivalent pour l'éloge de perfection, le 4e degré. D'accord. Qui est un petit peu pareil aussi. L'accueil est un petit peu complexe, donc il y a besoin d'être explicité pour que les frères puissent, et les sœurs, hein, bien sûr. Alors quand je dis frères, les sœurs sont dedans, hein, c'est bien évident. Vous avez écrit un sur Vézelay? Alors Vézelay, là, oui, ça c'est un coup de cœur parce que c'est magnifique. Alors, il y a un message énorme, mais vraiment énorme là-dedans, c'est que qui je crois est complètement dans notre démarche, puisque c'était destiné aux passants aussi, qui n'avaient pas le temps de tout lire, et c'est destiné aux moines qui y vivaient aussi, pour eux, et qui, à l'époque, au XIIe siècle, je pense, on avait une vision beaucoup plus éclairée que maintenant, où on parle surtout de l'historique, de l'architecture. Oui, c'est ce qui est légitime, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, toutes ces cultures, que veulent-elles nous dire, cette basilique, que veulent-elles nous dire? Et on retombe encore là dans les mêmes choses, connais-toi toi-même, mort initiatique, découvre ton âme en toi-même. Il y aura une suite d'ici quelques mois ou un an pour les 2e et 3e degrés. Et comme j'aime bien la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne sur laquelle nous sommes fondés par notre volume de la loi sacrée, je vais probablement me laisser aller à traiter d'un sujet qui, je crois, est très mal compris et qui est aussi bien de chez nous, mérite tout au moins une interprétation maçonnique, qui est l'Apocalypse. Voilà. Sur cette prévision, encore merci pour tout votre travail et puis pour tous les ouvrages que vous avez déjà écrits. Et nous sommes impatients de lire la suite de l'initiation écossaise.